l'usage problématique de pornographie concerne 25% des garçons de 13 ans et demi en moyenne. C'est absolument énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les ados, ils sont même pas en plein cœur de leur puberté. Et ils sont déjà dans une dépendance addiction à la pornographie. Donc ça veut dire très souvent dans une consommation massive et aussi de contenu trash, de contenu violent qui raconte des choses de la sexualité qui sont très inquiétants. Et alors que pour les jeux vidéo et les réseaux sociaux, je crois qu'on est entre 5 et 8%. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. On s'intéresse aujourd'hui à une dépendance dont on parle très peu. Pas parce qu'elle est rare, mais parce qu'elle est partout. La pornographie est aujourd'hui accessible en quelques secondes sur tous les téléphones à tout âge. Pour certains, c'est un divertissement occasionnel. Pour d'autres, ça devient une habitude. Et pour certains encore, ça devient une addiction. Une addiction silencieuse, souvent cachée, entourée de honte, et pour laquelle les structures de soins restent encore très rares. Dans les consultations, les patients arrivent souvent à des stades très avancés. Perte de contrôle, isolement, escalade vers des contenus toujours plus extrêmes, troubles du désir et des relations. Et pourtant, la recherche et la clinique commencent à peine à s'en emparer. Mon invitée aujourd'hui est l'une des rares spécialistes de ce sujet en France. Formée en Espagne, où ces questions sont déjà prises en charge en clinique, elle s'est d'abord spécialisée dans les addictions comportementales avant de devenir une référence sur l'addiction à la pornographie, jusqu'à intervenir au Sénat et au Parlement européen. En 2023, elle soutient l'une des premières thèses françaises consacrées à l'addiction à la pornographie. María Hernández Mora Ruiz del Castillo, psychologue clinicienne, travaille à l'hôpital Marmottan. Elle y a créé des consultations spécialisées et un réseau de cliniciens pour mieux comprendre et accompagner ses patients. Elle a fondé aussi le CEFRAP, Centre francophone d'addiction à la pornographie. Alors que se passe-t-il réellement dans le cerveau et dans la vie des personnes qui deviennent dépendantes à la pornographie ? Pourquoi cette addiction reste-t-elle à ce point invisibilisée ? Et que dit-elle de notre époque, de notre société, de notre rapport au désir, à l'intimité et au corps ? Merci beaucoup María d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup Rose, je suis ravie d'être là. Il y avait beaucoup d'informations sur toi et sur cette addiction. Finalement, je pensais que ça allait être un peu compliqué. Il y en avait presque trop et j'ai eu une flopée de questions qui me sont arrivées. J'espère qu'on va pouvoir y répondre, mais allons-y. Mais il y en a énormément. Pour commencer, en quelques mots juste, j'aimerais bien savoir quelle est ta définition de l'addiction dans sa généralité. Alors, c'est une belle question. Alors, l'addiction, pour moi, c'est un rapport nocif, maladif à un objet, à un comportement qui est empreint d'une perte de contrôle, qui fait que la personne est démunie de ses propres ressources, de ses propres capacités, et qui a besoin donc de ce comportement ou de cet usage pour pouvoir aller bien, pour pouvoir se réguler. Donc pour moi, une addiction, c'est un substitut de quelque chose qui devrait se faire de manière naturelle, de manière, on va dire, humainement autonome, et qui ne peut pas se faire en raison de carences, en raison de blessures, en raison de l'histoire de la personne. Et donc, voilà, l'addiction, c'est ce comportement qui prend ce rôle de régulateur, de sécurisant, parfois de consolateur, d'ami. Soulagement. De soulagement. On revient toujours à cette idée, depuis quelques épisodes, je trouve, c'est drôle, on revient tout le temps à cette idée d'autorégulation. Donc finalement, on le voit plus de la même façon. C'est fou, hein. On commence à comprendre que c'est une autorégulation, on va dire dysfonctionnelle, voilà, de normalement quelque chose qui devrait se faire tout seul. Alors, exactement, c'est une autorégulation dysfonctionnelle, sauf que, vous savez, aujourd'hui, on sait par la recherche scientifique que, par exemple, les thérapies cognitivo-comportementales sont des thérapies qui fonctionnent très bien pour les addictions. Mais pour moi, elles restent un peu, parfois, à la limite d'un travail qui serait encore plus profond et qu'on pourrait faire avec les patients et qui parle, en fait, de cette fonction de l'addiction. C'est-à-dire que pour qu'un humain se autorégule, il faut d'abord qu'il ait fait l'expérience de la régulation avec l'autre. Et moi, ce que je vois, c'est que tous mes patients, en fait, avec addiction, maintenant je travaille beaucoup avec l'addiction au porno et à la sexualité, mais avant, j'ai travaillé avec d'autres types d'addictions, ils ont tous eu cette carence, ou ceux qui devaient être là pour les réguler,
n'ont pas pu faire ce travail. Et donc, il y a un peu cette idée, et moi, ça me fait mal au cœur parfois de voir les patients un peu démunis en disant « je n'arrive pas à me réguler, je suis coupable de cette addiction ». Et même, il y a des thérapies, je trouve, et des approches thérapeutiques qui les enfoncent un peu dans cette idée qu'en effet, il faut que tu t'auto-régules mieux. Et en fait, à mon sens, dans la psychothérapie, il y a toute une phase où avant qu'il apprenne à se réguler, lui tout seul mieux, il faut qu'il fasse l'expérience qu'il n'a pas fait lorsqu'il s'est construit, qu'il est régulé, qu'il est co-régulé. Dans les théories de l'attachement, on parle de co-régulation avec l'autre. Et donc, pour moi, l'addiction, c'est vraiment ce substitut de cette figure d'attachement, de cette personne qui aurait dû être inconditionnelle, qui aurait dû être en permanence sécurisante, qui n'a pas pu le faire. Et donc, pour moi, voilà, on parle d'autorégulation, mais à mon sens, c'est dommage, c'est pauvre de rester là. Avant l'autorégulation, c'est la co-régulation. Mais c'est incroyable parce que du coup, il y a le lien qui rentre en jeu. Exactement. On comprend aussi pourquoi la spiritualité fonctionne aussi énormément dans l'addiction par rapport à l'amour inconditionnel. Et puis, on revient toujours au trouble de l'attachement. C'est incroyable. Et je trouve qu'après 120 épisodes, je trouve que c'est toujours passionnant d'apprendre encore et encore des choses parce que plus ça va, moins je vois ça comme une maladie, en fait, vraiment comme un symptôme de quelque chose qu'on peut apprendre à soigner finalement. Exactement. C'est-à-dire que, tu vois, si je reprends ta question de nouveau, qu'est-ce qu'une addiction pour moi? Je dirais c'est un trouble du lien. Voilà, c'est la maladie du lien, soi-disant, mais c'est plus joli, trouble du lien. C'est un trouble du lien et c'est la soif de l'humain. Ouais. Pour moi, c'est une soif profonde. On est des êtres sociaux, on est formatés depuis des millénaires pour se construire dans le lien. Et on est dans une société qui est extrêmement individualiste et qui nous fait comprendre, et ça c'est très français aussi, qu'il faut réussir seul, qu'il faut se gérer seul, qu'il faut se auto-gérer, il y a beaucoup ça. Et je pense qu'on oublie un peu cette anthropologie qui est nécessaire de se dire, en fait, revenons à l'essence de l'humain. L'humain est relié. Et en fait, l'addiction, c'est vraiment comment je peux me relier à quelque chose parce que je ne peux pas me relier à quelqu'un dans la confiance, dans la sécurité. Voilà. Donc, moi, je pense que traiter une addiction, c'est réparer un humain dans ses difficultés à être dans le lien sûr. Et donc, une thérapie dans l'addiction est avant tout une relation thérapeutique et une réparation du lien et de la capacité d'être en lien. C'est incroyable parce que finalement, une maladie qu'on disait incurable, souvent, par exemple, un alcoolique sera toujours alcoolique. Moi, je commence à comprendre que pas du tout. Et c'est fou parce que c'est quand même ce qu'on entend à 95%. Et c'est ce que j'ai pensé, ce que je me suis dit aussi, l'abstinence totale et tout ça. Donc, ça me fait encore tellement réfléchir, surtout à partir du moment où j'ai l'impression d'avoir régulé cette chose-là et que le lien s'est reconstruit et réparé. Je me rends compte que je n'ai plus envie ni besoin de rien. Exactement. Parce qu'en fait, l'addiction, elle prend ces fonctions-là. Wow. Elle prend aussi des fonctions de l'attachement. Donc, en effet, moi, quand on parlera tout à l'heure d'addiction sexuelle à la pornographie, alors, la sexualité, c'est le cri le plus profond de l'humain vers l'autre. Donc, quand quelqu'un a une dépendance sexuelle, c'est quelqu'un qui est mort de soif de lien, en fait, et d'être connecté, et d'être relié, et d'exister sur le regard de l'autre. Sauf qu'il n'a pas trouvé une manière fonctionnelle de le faire. Et donc, moi, je suis persuadée qu'on peut s'en sortir d'une addiction, vraiment. Wow. Et même s'il y a des rechutes après des années, ou s'il y a des moments un peu de fragilité, je ne suis pas d'accord avec cette identité de l'addict. Pour moi, et je le vois avec mes patients, c'est que quand le lien est réparé, quand petit à petit, on voit que la personne commence à pouvoir être vulnérable devant l'autre, demander de l'aide, se dévoiler, ouvrir son cœur, ses ressentis à l'autre, compter sur l'autre, elle n'a plus besoin de s'appuyer sur l'addiction. Et donc, ça n'a pas de sens. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai beaucoup de patients qu'au fur et à mesure du fait qu'ils évoluent, qu'ils progressent dans la thérapie, à un moment donné, un peu par habitude, par exemple, ils se mettent à regarder de la pornographie de nouveau et ils me disent « Mais en fait, je me suis retrouvée à regarder, mais ça n'avait aucun sens. Je me suis retrouvée, je me regardais comme si j'étais en dehors de moi, en méta. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu fous à regarder ça? Mais ça n'a aucun sens. Et là, je me dis, mais c'est une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire que la pornographie qui avait un rôle, qui avait du sens pour vous, parce qu'elle était nécessaire pour vous réguler, pour tenir debout, pour faire face au monde, bah là, elle n'a plus de sens, en effet. Elle n'a plus de sens. Ça a beaucoup plus de sens que vous relier à quelqu'un d'humain. On parle beaucoup d'alcool, de drogue, de jeux. Pourquoi l'addiction à la pornographie est-elle encore si peu reconnue? Est-ce qu'il y a une définition particulière? Quel est vraiment le moment où on passe du côté, on va dire, récréatif, entre guillemets, ou à la perversion aussi? Est-ce qu'il y a le mot perversion? Ça, c'est encore autre chose. Ouais, c'est encore autre chose. Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question. Alors déjà, pourquoi est-ce que l'addiction à la pornographie est peu reconnue?
pour moi, c'est un mystère sans lettres, hein, parce qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux idéologiques, il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux de la part de l'industrie, qui est une industrie, un des plus puissantes au monde. Il peut y avoir beaucoup d'explications. Ce qu'on sait aujourd'hui quand même, c'est que la pornographie par rapport aux autres types de troubles de l'usage, par exemple les substances ou d'autres comportements comme les jeux d'hasard et d'argent, etc. La pornographie en ligne en tant que telle, elle existe depuis l'apparition d'Internet, donc depuis les années 2000. Et puis il y a eu l'apparition du smartphone en 2007. Et dans les études de recherche, on voit quand même qu'avec l'évolution des technologies, évidemment, les usages se transforment et l'usage compulsif, la perte de contrôle, elle est beaucoup plus probable parce qu'aujourd'hui, les dispositifs, la manière dont ces plateformes sont pensées, elles sont absolument addictogènes. Elles ont des caractéristiques, les algorithmes notamment, il y a beaucoup de caractéristiques de ces plateformes qui favorisent les pertes de contrôle et notamment ce côté extrêmement gratuit et accessible de la pornographie. Donc, on sait aujourd'hui que l'usage de pornographie est massifié, c'est plus qu'il est massifié, c'est qu'aujourd'hui, on considère l'usage de pornographie comme faisant partie intégrante de la palette sexuelle naturelle de l'humain. On a vraiment ce phénomène en même temps technique et culturel où la pornographie est venue vraiment envahir la vie des gens. Donc, on a une recherche d'une vingtaine d'années, enfin une évolution de la recherche. Donc, on a beaucoup de données qui vont dans le sens de l'addiction, notamment, par exemple, dans le fait qu'on voit aujourd'hui que dans l'usage de la pornographie, un symptôme central qui fait que toute l'addiction se développe est la tolérance, c'est-à-dire le besoin de la personne d'avoir toujours plus, exactement, de consommer, d'aller regarder de la pornographie de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, mais surtout de plus en plus intensément, c'est-à-dire l'escalade dans les contenus. Et c'est là où on voit, moi je le vois, c'est régulier, c'est très très fréquent à l'hôpital chez mes patients, c'est qu'ils viennent au moment où ils commencent à avoir des contenus presque parfois même illicites, en tout cas très trash, très violents, parce que les contenus du départ ne les excitent plus, ne les aident plus à se réguler, vous voyez. Et en fait, le fait que la tolérance soit un symptôme clé et central dans le développement d'addiction est une piste qui vient vraiment confirmer, ou en tout cas qui vient dans le sens de parler de l'usage de la pornographie comme une addiction, comme un syndrome addictif en tout cas. Alors pourquoi est-ce que c'est pas encore inclus dans les classifications internationales ? Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a 2 grandes classifications internationales. Il y a la CIM-11, la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, et il y a l'APA, le DSM-5, de l'Association psychiatrique américaine. Donc aujourd'hui, moi, ça m'étonne beaucoup que, voyant les chiffres de prévalence de cette addiction-là, de ce trouble de l'usage, elle ne soit pas incluse, alors que les autres comportements sont inclus dans les classifications internationales. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même des enjeux qui nous dépassent aussi sur ces sujets-là. Je pense aussi que le jour où elles seront incluses, les États vont devoir débourser, et les ministères de santé, beaucoup d'argent, parce que c'est vraiment un trouble qui est malheureusement présent depuis l'enfance, en fait, aujourd'hui. Il se développe dès la jeune enfance. Et donc, pour vous donner une stat qui, moi, m'a paru très parlante, il y a eu une très grande étude qui a été faite en Espagne avec le gouvernement espagnol et avec UNICEF. Et c'est la plus grande étude aujourd'hui qui existe en Occident. 93 000 jeunes d'une moyenne d'âge de 13 ans et demi. Sur l'usage des écrans. Et donc, ils ont décortiqué un peu. Il y a eu de grands chercheurs qui faisaient partie de ces équipes, dont notamment Joël Bilieu, par exemple, qui est un chercheur suisse excellent, qui fait partie du CEFRAP, et qui étudiait, qui regardait dans cette énorme cohorte de mineurs représentatifs du pays, est-ce qu'il y avait des troubles de l'usage des réseaux sociaux, des jeux vidéo, de la pornographie, entre autres. Ils ont vu que l'usage problématique de pornographie concerne 25% des garçons de 13 ans et demi en moyenne. C'est absolument énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les ados, ils sont même pas en plein cœur de leur puberté. Ils ont même pas 14, 15, 16 ans. Ils sont à 13 ans. Ils ont même pas eu de relation sexuelle encore. Et ils sont déjà dans une dépendance avec la pornographie. Donc, ça veut dire très souvent dans une consommation massive et aussi de contenu trash, de contenu violent qui racontent des choses de la sexualité qui sont très inquiétants. Et alors que pour les jeux vidéo et les réseaux sociaux, je crois qu'on est entre 5 et 8%. Alors que les jeux vidéo et les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, mais les jeux vidéo, c'est reconnu, Internet, c'est reconnu. Ouais. Et la pornographie, on est à 25% des garçons. Et je crois que les filles, c'est à peu près 10%. Ah, quand même. On est quand même à des taux extrêmement élevés. Les filles, donc en fait, par rapport au sexe des personnes concernées, on est quand même donc plus sur le sexe masculin, mais les filles et les jeunes filles aussi sont concernées. Ça, c'est un phénomène moderne. Jusque-là, en tout cas dans les études de recherche, c'était une fille pour 5 garçons à peu près. Aujourd'hui, c'est en train de monter d'une manière exponentielle. Et moi, je l'expliquerai entre autres. Il y a des phénomènes culturels qui bougent, mais
pour moi, l'accès des filles à la pornographie, il est aussi massif que pour les garçons. Les filles ont un peu cette pression aussi de savoir, de prendre contact avec la pornographie pour pouvoir, en tout cas c'est ce que les filles disent dans les écoles quand on va les rencontrer, dans les collèges, dans les lycées. Elles vont regarder de la pornographie pour savoir ce qu'il faut faire avec les garçons. Et donc beaucoup d'entre elles rentrent dans des usages répétés parce que la pornographie elle est très addictogène, elle accroche vite, elle active très fort le corps, elle peut très vite basculer dans une sorte de régulation corporelle alternative, on va dire, dysfonctionnelle. Et donc les filles ont aussi ces mécanismes addictogènes qui peuvent rentrer à l'œuvre, qui peuvent se mettre en place. Et voilà, et donc on va commencer à voir des taux, des prévalences d'addiction sexuelle chez la femme qu'on n'a jamais vu auparavant dans l'histoire de l'humanité, je pense, vraiment. Et je pense que c'est parce qu'elles sont très sexualisées très tôt. Oui, c'est ça. Puis surtout, elles vont regarder des contenus pour lesquels aujourd'hui, elles se soulèvent, les femmes, contre justement tout ce genre de pratiques et le fait que la femme soit objetisée. Donc, elles regardent souvent, il y a même Noémie Delattre, qui est une féministe qu'on a invitée ici, qui nous dit qu'elle se rend compte qu'elle regarde du porno qui va mettre la femme en objet, quoi. Exactement. Donc, c'est assez fou. Il y a une autre question, c'est cette régulation qui vient donc par la pornographie, est-ce qu'elle vient par l'orgasme surtout, ou alors est-ce que la pornographie vraiment joue un rôle Alors, normalement, on comprend l'addiction sexuelle de cette manière-là, c'est-à-dire c'est l'excitation sexuelle et l'orgasme qui viennent réguler émotionnellement et psychocorporellement la personne. Moi, ce que j'observe quand même avec mes patients, c'est que la régulation commence dès le moment où ils commencent à s'imaginer, à se représenter les images pornographiques qu'ils vont aller voir. C'est-à-dire que dès que le craving arrive, dès que l'envie de consommer, de regarder arrive, et qu'ils commencent à se représenter, il y a déjà une excitation corporelle qui vient, et c'est un peu tout ce mélange psychocorporel d'expériences qui commence déjà à les réguler et surtout à les sortir de l'état affectif qu'ils veulent canaliser. Si, par exemple, la personne a été déçue par quelqu'un, elle va difficilement repérer ce qui lui arrive, ou alors elle va le repérer, mais elle ne va pas savoir le canaliser, l'apaiser, le consoler. Et donc, automatiquement, et ça on pourra en parler si vous voulez après, comment se construit l'addiction, mais elle a appris dans son histoire à sexualiser ses besoins affectifs. Donc du coup, son système nerveux va tout de suite, de manière automatique, commencer à avoir des images sexuelles et donc à rentrer dans une forme d'excitation sexuelle. Et puis après, il y a toute la partie du visionnage. Alors les patients, ça dépend les profils, ça dépend l'histoire du patient, ça dépend le rapport à la pornographie qu'ils ont, etc. Ça peut être 5 minutes. Aussi de ce qu'il va regarder. C'est ça dépend du type de contenu, ça dépend de beaucoup de choses, mais en général, je vois qu'au début, ça peut être très rapide parce qu'elle est très excitante, donc l'orgasme va venir très vite. Et petit à petit, ils vont avoir besoin d'aller beaucoup plus longtemps parce qu'ils n'arrivent pas, ou alors parce qu'ils ont besoin de maintenir une excitation de plus en plus intense. Et en fait, moi, ce que j'observe, c'est que tout le temps de visionnage, que ce soit 20 minutes, 2 heures, 4 heures, j'ai l'impression que ça peut passer 7-8 heures à consommer. Alors, en fait, ils se régulent pendant ces 7-8 heures, pardon. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, ils vont se dissocier. Et ils vont tenter d'apaiser ce qu'ils ressentent, qui n'a rien à voir avec la sexualité. Et ils le régulent de cette manière-là. Et en fait, l'orgasme, oui, ça canalise, mais moi, j'observe que dans le visionnage de pornographie, finalement, c'est presque plus... ça a une fonction beaucoup plus importante, on va dire, pour leur système, corps-esprit, pour leur régulation. Le visionnage en tant que tel, que l'orgasme. Et d'ailleurs, beaucoup des patients le disent. Ils disent, en fait, moi, je cherche même pas l'orgasme. Moi, ce que je cherche, c'est tout ce plaisir qui dure et qui tient dans le temps et qui m'apaise. Et puis, il y a d'autres, par exemple, les profils un petit peu plus peut-être impulsifs. Ils peuvent être dans des consommations un peu plus courtes, pour le coup. J'ai des patients qui me disent « Ah, mais moi, en 5 minutes, c'est fait, Maria. Moi, ce que je cherche, c'est justement l'orgasme. » Donc, en fait, voilà, ça dépend des profils. L'orgasme peut être extrêmement régulateur. Pourquoi ? Parce que l'orgasme, c'est un relâchement de tout le corps. Une décharge. Une décharge. Et la décharge régule. Et moi, ce que j'explique souvent, c'est que quand une personne regarde de la pornographie, elle est en train de libérer dans son cerveau des substances propres de l'excitation sexuelle, beaucoup de dopamine, beaucoup d'endorphines. Et quand la pornographie, elle est violente, 50% des cas, la pornographie est massivement violente quand même, la pornographie mainstream surtout, la pornographie la plus largement consommée. Alors, lorsque le contenu de pornographie est violent, alors le système nerveux, le cerveau, va activer le système de stress, c'est-à-dire que la partie du cerveau qui est en charge de détecter les alertes, les dangers, il s'active face à la violence. Donc, face à la violence sexuelle, la personne, elle est en train de ressentir du plaisir, de l'excitation, mais en même temps, sans elle-même le savoir parce que c'est automatique, elle est en train d'avoir son système de stress qui s'active. Et cortisol. Exactement. Quand le système de stress s'active, il y a le cortisol, il y a l'adrénaline, il y a des substances de l'activation musculaire.
En fait, tout le corps se prépare à l'action. Donc, il y a toute la musculature qui s'active, il y a les pupilles qui se dilatent, il y a le cœur qui va plus vite, tout le corps est beaucoup plus oxygéné. Donc, l'excitation sexuelle est potentialisée. Et donc, l'orgasme est beaucoup plus fort. Parce qu'en fait, après 2 heures de regarder du porno violent, le corps est extrêmement tendu. Et donc, le relâchement de l'orgasme se multiplie. Voilà. Et donc, ça, c'est une des stratégies de l'industrie pornographique. Souvent, on me demande pourquoi il y a de la violence dans la pornographie. Il y a des réponses philosophiques, il y a des réponses culturelles et sociétales, clairement, à ce phénomène. Mais il y a aussi un challenge de business de l'industrie pornographique, c'est que plus il y aura de la violence, plus on rend les gens accros. Parce que plus ils vont expérimenter des orgasmes et donc des relâchements que jamais auparavant ils vont expérimenter. Jamais. Moi, je le dis souvent aux patients. Si vous voulez arrêter de consommer de la pornographie, vous voulez vous sevrer et vous voulez sortir de cette addiction, il faut que vous fassiez le deuil d'un orgasme que jamais vous aurez auparavant. L'excitation qu'on a avec la pornographie, on ne peut pas l'avoir avec la sexualité naturelle. Par contre, l'excitation qu'on a avec la pornographie et l'orgasme qu'on a avec la pornographie, la plupart du temps, il est vide de sens, il est vide de soi, il est vide de l'autre. Il peut devenir extrêmement amer, il peut devenir destructeur. Alors qu'un rapport sexuel avec quelqu'un qu'on aime, ça n'a rien à voir. Donc, je dis, vous allez aller vers une sexualité, pour le coup, intégrée, épanouie, où toutes les dimensions de votre personne vont être présentes. Et donc, beaucoup plus belle, beaucoup plus épanouissante. Vous allez être beaucoup plus comblé. Vous n'allez pas être vidé. Mais, par contre, l'intensité sexuelle, l'intensité de l'orgasme, ça, vous la retrouverez plus dans les sexuels réels. Ça réveille tellement de questions. En fait, ça ressemble à d'autres addictions. En même temps, il n'y a pas justement le craving de l'alcool ou d'une drogue. Il n'y a pas toute la préparation. Mais je reconnais aussi les TCA quand même, de savoir qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais mettre dans mon caddie, qu'est-ce que je vais ramener. Il y a vraiment... C'est toute cette ritualisation. Le rituel, voilà. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des pratiques sexuelles aussi dangereuses. Je veux dire, les choses où on entend que les gens s'étranglent ou ce genre de trucs aussi, c'est pour augmenter ce fameux stress qui va libérer un orgasme plus puissant. Alors, nous ce qu'on voit aujourd'hui, la recherche va toujours plus lente que la clinique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de constats du terrain et le temps que la recherche le prouve, ou en tout cas l'explique, ça met des années. Donc du coup, il y a vraiment quand même un écart entre ce qu'on observe dans le terrain. Moi, par exemple, je suis très sollicitée par les centres de référence des infractions sexuelles, les CRIAVES en France, par des magistrats, par le ministre de la Protection de l'Enfance. La direction judiciaire aussi de la jeunesse m'a beaucoup appelée. Enfin, en tout cas, j'ai pu parler avec des professionnels, en tout cas, de toutes ces structures. Oui, parce que j'imagine qu'il y a donc des contenus illicites aussi parce avec qu'ils des se questionnent, exactement. Il y a la consommation de la pédopornographie, ça c'est un vrai problème, mais surtout ils voient que les enfants, les mineurs entre eux, sont très violents sexuellement. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent et qui inquiète beaucoup les institutions et les référents de la jeunesse, parce que dans le terrain, on le voit, les mineurs ont de plus en plus tendance à être violents entre eux. Il y a plusieurs explications à ça, mais une de ces explications, c'est évidemment cet apprentissage pornographique. C'est-à-dire que les mineurs sont exposés de manière fréquente à la pornographie. Aujourd'hui en France, l'ARCOM a sorti en 2023 une étude, 51% des garçons de 12 ans consomment de la pornographie au moins une fois par mois. Ça veut dire, si c'est au moins une fois par mois, ça veut dire que un garçon sur deux, donc un homme sur deux de demain, se sera construit avec la pornographie. Sachant ce que c'est la pornographie mainstream aujourd'hui, cette pornographie gratuite, massive, etc., facilement consommable sur Internet, quand on voit ce que c'est ces contenus-là, alors il faut qu'on commence à s'alerter, à s'inquiéter, parce que justement, il y a cet apprentissage pornographique qui est à l'œuvre. Le système nerveux de l'enfant n'est pas construit, la sensibilité de l'adolescent est en pleine construction, il ne sait pas se réguler de manière autonome. Voilà, il y a toute la complexité aussi de l'adolescence, aussi de la construction identitaire, de la construction de soi, de la recherche de repères. Enfin, tout ça est en jeu au moment de l'adolescence, surtout à partir de 12 ans. Et la pornographie vient répondre et vient prendre la place et vient formater tous ces systèmes nerveux. Donc, en effet, vous me parlez d'étouffement, etc. Il y a de la recherche qui montre quand une personne regarde de manière compulsive de la pornographie, la probabilité de reproduire les comportements sexuels violents, de passage à l'acte violent, est élevée, surtout pour ceux qui ont évidemment des vulnérabilités psychologiques, des traits de personnalité particuliers, des carences, des antécédents traumatiques, etc. Évidemment, c'est souvent, il y a souvent un terrain de vulnérabilité, mais on est tous quelque part vulnérables et donc voilà, c'est important de faire de la prévention parce que tous ces comportements d'étouffement, par exemple chez les mineurs, mais qu'on retrouve aussi chez les adultes, sont certainement très souvent inspirés aussi de ces contenus pornographiques. Et il peut avoir cette recherche, comme tu disais, d'une intensité qu'ils n'arrivent plus à trouver parce qu'ils sont, par ailleurs, au-delà de leur sexualité naturelle,
habitués à une stimulation, une excitation telle qu'ils tentent de la rechercher dans la sexualité réelle. Et ça va créer des problématiques affectives. Si ça crée des problématiques affectives, ça va créer des problématiques sur la société globalement. Enfin, je veux dire, si un homme n'est plus capable d'avoir une relation, le couple, c'est la base de la société. Qu'est-ce qui t'a donné envie déjà d'aller vers ça? Parce que tu avais reçu des patients comme ça. Enfin, tu t'es rendu compte de la souffrance, de la honte et du fait qu'ils arrivaient souvent trop tard aussi. C'est ça. Alors, moi, ce qui m'a envie de donner, on va dire, beaucoup d'énergie pour ce sujet, c'est l'histoire des personnes que j'ai rencontrées. Quand j'ai commencé à accompagner pour ce sujet à l'hôpital de Aubonne-Montmorency, c'est là où j'ai développé les premières consultations spécialisées. Ensuite, je suis allée à Marmottan, je continue là-bas, puis dans le CEFRAP. Mais les premières personnes, donc j'avais des ados et des adultes, là-bas, au Centre Imagine, à l'hôpital d'Aubonne. Mon patient le plus jeune avait 9 ans, mon patient le plus âgé avait 73 ans. Et en fait, il y a eu 2 personnes en particulier qui m'ont touchée et c'est là où je me suis dit, il faut absolument qu'on se bouge. La première, c'est un adolescent de 11 ans. Alors ça, c'est un cas très, très grave. Heureusement, c'est pas courant, mais qui avait déjà tenté de se suicider et qui m'est orienté par la psychiatrie en disant, voilà, en tentative de suicide, il nous dit que c'est parce qu'il est désespéré avec son addiction à la pornographie. C'est un jeune qui consommait depuis ses 8 ans et qui régulait des problématiques familiales, affectives avec ça, mais qui était en effet en train de consommer des contenus tellement trash qu'il se détestait. C'était une honte et une haine de soi que j'avais jamais vue dans les autres addictions. Et donc, je l'ai reçu dans un état de détresse massif. Et j'ai reçu ses parents dans une souffrance énorme. Parce qu'en plus, la maman me disait, mais Maria, moi, je vous promets que je leur ai parlé de sexualité. Je ne comprends pas. Nous, on est ouverts sur ce sujet à la maison. Et en fait, je me suis dit, si ça suffisait, en fait. Je me suis rendu compte que ça dépasse, en fait, souvent les enjeux éducatifs, cette question-là. Donc, j'ai eu ce jeune-là et puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de patients adultes. Et moi, ce que je voyais chez toutes ces patients adultes, c'est qu'ils étaient tous extrêmement graves et que quand ils venaient me voir, ils venaient à un niveau de souffrance, eux, avec une impression presque de non-retour, beaucoup avec des consommations de pornographie illicites, donc beaucoup de pédopornographie, donc encore une fois, alors qu'ils ne sont pas pervers, qu'ils ne sont pas pédophiles, donc avec une impression profonde d'être complètement monstrueux. Et souvent, ces hommes, soit ils avaient tenté de demander de l'aide, et le psy en face est resté tétanisé en disant « je suis absolument désolée, mais ça, moi, je ne sais pas du tout l'aborder, donc c'est pas chez moi ». Soit le psy en face avait banalisé. Mais écoutez, votre problème, c'est que vous vous sentez coupable, donc c'est un problème plutôt de morale. Vous devez vous réconcilier avec votre sexualité. Consommer du porno, c'est OK, etc. Donc, sans aucune grille, et ça, c'est pas la faute des psys, c'est qu'ils sont pas formés à l'université. Aujourd'hui, on commence grâce à tout ce qu'on met en place, mais jusque-là, on parlait pas de ça. Donc, les psys n'ont pas de grille de lecture clinique de ce sujet-là, donc ils le voient comme un sujet moral. Ou alors, ils n'avaient même pas demandé de l'aide parce qu'ils ne savaient pas vers qui s'adresser. Et comme c'est une addiction de la honte absolument profonde, si on n'affiche pas qu'on traite ça et qu'on accompagne ça, les gens ont du mal à demander et à en parler. Et dans les évaluations cliniques, les psychos, ils demandent tout sauf la sexualité. Donc en fait, c'est des personnes qui n'ont pas trouvé des ouvertures et des oreilles prêtes non seulement à entendre ce problème, mais aussi à donner des réponses spécialisées. Et donc, moi, je me suis dit, il y a eu un moment donné où je me suis dit, c'est plus possible que cette souffrance silencieuse détruise non seulement ces hommes, ces ados, mais aussi ces familles. C'est ce que tu disais, Rose. Je voyais des couples détruits, des familles détruites, comme toutes les autres addictions. Oui, enfin, j'ai l'impression que c'est bien, bien pire que toutes les autres addictions. En tout cas, moi, ça touche à tout. Et surtout, on a l'impression que ça salit tout. Tu parles de ce mot. C'est dur à entendre. De salissure. Ouais. Parce que ça, c'est un mot qui est extrêmement présent, que j'ai moins entendu pour les autres addictions, et qui est extrêmement présent chez mes patients. Je suis salie, je salis les autres. Là, il y a 2 jours, j'avais un patient qui me disait « Maria, je vais vous salir, je ne veux pas vous salir ». Et donc, moi, je disais, en vous racontant, ils ont l'impression de en me racontant, ou tout simplement en étant avec moi. Et ils me disent « J'ai peur de vous sexualiser ». Enfin, ça, c'est moi qui les amène à pouvoir le verbaliser. Mais donc, je leur dis souvent, vous savez, quelque chose qui va beaucoup vous réparer, c'est de vous rendre compte que vous pouvez être avec moi, dans une intimité affective, c'est-à-dire où vous allez vous ouvrir votre vie, où vous allez me laisser vous rejoindre dans votre détresse, et qu'il n'y a rien de sexuel qui se passe entre nous. Et c'est humain. C'est-à-dire que vous puissiez vivre la connexion affective sans sexualiser.
et En que vous fait, puissiez tolérer mon regard. Ils sont déshumanisés, en fait. Ils se sentent comme ça. Et eux, ils se sentent complètement déshumanisés. Et c'est pour ça que souvent, quand maintenant, je suis très appelée par des équipes de cliniciens, de psychologues. Enfin, moi, je passe mon temps à former. Hein. Wow. Donc, ça commence à éveiller vraiment les cliniciens, parce que aussi la demande, elle est là. Mais c'est surtout les chercheurs. C'est surtout le milieu de la recherche où ils me demandent beaucoup de preuves, de ce que je fais. Et parfois, j'ai envie de leur dire, évidemment que la recherche, il faut qu'on continue. Évidemment, je suis engagée dans la recherche aussi. J'ai fait une thèse. Enfin, je donne toute son importance à la recherche. Elle est essentielle. Mais parfois, j'ai envie de les inviter à mon cabinet. J'ai vraiment envie de proposer à toutes ces personnes, même les psychiatres avec qui je parle, les psychologues qui sont loin de cette réalité clinique, qui connaissent d'autres réalités, mais pas celle-ci, j'ai vraiment envie de leur dire, mais venez voir, en fait. Parce que quand on est face à toute cette détresse cachée, mais qui est bien là, et qui est bien dans les familles, il n'y a plus de doute. Ils ressortent de la consulte en disant, mais... Ah ouais, mais en fait, c'est un vrai problème, ça. C'est pas, tu l'inventes pas. Ah ben non, moi, Donc, en fait, voilà. Vous dites qu'il y a quand même une personne concernée par famille. Hein. Dans chaque famille, il y a une personne concernée par le porno. Vu les taux de prévalence, surtout chez les ados, chez les adultes, on a un petit peu moins, hein, mais de données claires, hein, parce qu'il faut distinguer l'addiction sexuelle en dur, oui, c'est vrai. De l'addiction à la pornographie. Donc, les données ne sont pas très claires pour l'instant. Mais en tout cas, moi, d'expérience, ce que je vois, c'est que c'est mes patients qui viennent me parler de ça, quand ils commencent à ouvrir le sujet avec leurs amis, en fait, énormément d'amis sont concernés. Quand ils ouvrent le sujet avec des cousins, en fait, il y a toujours un cousin dans la clique qui Donc, en fait, on connaît tous quelqu'un qui est peut-être en souffrance. Ah, mais moi, je suis persuadée de ça. Et moi, tu me demandais, Rose, ce qui m'a bougé. Moi, ce qui m'a bougé, c'est la vie des gens. Et plus je rencontre des gens, des patients, et plus j'ai de la niaque. Et hier, j'étais à l'université, j'étais avec des collègues chercheurs qui me disaient, mais Maria, comment tu fais mais d'où tu sors ton énergie à ton âge à faire tout ça? Je dis, mais en fait, c'est ce qu'on me dit. Ils me le disent tout le temps. C'est ça me fait rire. Ou alors ça te fait rester jeune, parce que franchement... Non, mais c'est l'amour aussi des gens, parce que moi, je vois, j'ai cette même niaque, j'ai toujours envie je vois la souffrance des gens dans l'addiction me donne vraiment cette envie. Parce qu'aussi, on la comprend, on la connaît, je sais pas, il y a quelque chose... Mais moi, ce qui me tue, c'est... On va en parler peut-être, mais que ces contenus existent, en fait. Vous savez, aujourd'hui, en sciences, et nous, dans le CEFRAP, on a vraiment on a à cœur de parler d'addiction à la pornographie et pas d'usage au sens large. Premièrement, parce que ceux qui, voyons, détruisent ceux qui développent l'addiction. Alors, évidemment, tous ont passé par un usage qu'on appelle récréatif. Donc, cette phase-là du continuum, ils l'ont passé quand même. Donc, mais quand même, nous, on s'occupe de ceux qui sont vraiment abîmés par ça, qui sont en détresse avec ça, avec l'addiction à la pornographie. Après, il y a ce débat, qui est un débat socioculturel. Qu'est-ce qu'on pense de la pornographie mainstream? J'étais au Sénat il y a 2 ans, et une des sénatrices m'a posé la question, Madame, qu'est-ce que vous pensez de la pornographie éthique? Et alors, moi, je n'ai pas vraiment répondu à la question. J'ai répondu avec une autre question. Je lui ai dit... Madame, quelle société voulez-vous? Est-ce que pornographie et éthique peut aller ensemble? Est-ce que c'est 2 termes compatibles? Est-ce que c'est une oxymore? Peut-être que ça l'est et peut-être que c'est compatible. Mais alors, si ça l'est, quelle anthropologie vous avez? C'est quoi l'humain pour vous? C'est quoi la sexualité pour vous? C'est-à-dire, au fond, moi, je pense que cette question de la pornographie et de la banalisation de l'usage de pornographie vient susciter et réveiller en nous la vision que nous avons de l'humain et de la sexualité. Aujourd'hui, en France, le milieu de la sexologie, par exemple, encourage l'usage de la pornographie. Il y a une grande partie des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé mentale qui considèrent qu'il y a, en soi, sauf pour quelques-uns, il n'y a pas de problème à consommer de la pornographie. Donc, pour moi, tout ça repose sur une vision anthropologique, vous voyez, une vision aussi culturelle de la sexualité et de l'humain. Et donc, il y a un débat actif. Moi, ce que je vois, c'est que ceux qui se mobilisent le plus contre l'industrie pornographique, c'est les féministes, ces personnes très engagées, très militantes dans différents domaines. Il y a des pays qui régulent la pornographie? Alors, en Espagne, en tout cas, ils sont assez frontaux avec surtout l'usage des mineurs. Mais en effet, aussi avec la question de la pornographie violente, ils sont en train de beaucoup se bouger. Il y a la Grande-Bretagne. En France, on commence, ça fait quelques années que Emmanuel Macron, avec Madame Chapaz, moi j'ai travaillé aussi avec elle, sur cette loi de vérification d'âge qui est passée, mais qui pour moi, elle est encore assez bancale. mais voilà, mais on a commencé un peu à aborder cette question, mais toujours sur ce prisme de l'usage de la pornographie dangereux pour les mineurs. On ne pose pas encore la question de l'usage de pornographie chez le majeur et chez l'adulte. Je pense que là où il ne devrait plus avoir du débat,
c'est sur l'aspect clinique. Et je trouve que c'est très dommage qu'il y ait encore un débat sur la nature du trouble de l'usage de pornographie, du syndrome addictif avec la pornographie, parce qu'en fait, on est en train de délaisser une partie de la population qui est vraiment malade, qui est vraiment en souffrance de ça, et dont les conséquences psychosociales sont gravissimes. Donc pour moi, qu'il y ait un débat sur ça, c'est aberrant. Par contre, qu'il y ait un débat sur l'usage de pornographie au sens large, nous, en tout cas, comme je dis dans le CFRAP, on distingue les deux, parce que l'usage de pornographie, comme je dis, réveille et vient solliciter toute notre vision de l'humain. Et je trouve qu'il faudrait vraiment oser avoir ce débat, qu'il faudrait vraiment le faire, parce qu'il y a une sorte d'interdiction de vraiment remettre en question cette question à l'usage de pornographie et des contenus pornographiques. Il faudrait réguler les contenus, c'est n'importe quoi ce qui se passe dans la pornographie mainstream. Mais voilà, mais en tout cas, je perçois que cette question de l'usage de la pornographie chez l'adulte est quelque chose qui n'est pas réfléchi encore. On n'a pas le droit d'y réfléchir, alors qu'il y a des enjeux qui sont grands, qui sont majeurs et qui mériteraient une réflexion globale. En fait, le vrai souci, il est quand même que ça soit accessible aussi facilement et tout le temps, parce qu'à l'époque, moi, je me souviens, mes potes du collège, ils allaient au vidéoclub, ils volaient une cassette. Il fallait payer ou voler. Et puis, en fait, c'était l'excitation de tout ça, et on le faisait une fois, et c'était fini, quoi. On appelait le Minitel Rose, et puis on était comme des fous. Et là, aujourd'hui, en fait, comme c'est là tout le temps, c'est ça qui est gênant. C'est-à-dire qu'avant, vous voyez, il y avait au moins ce côté transgressif. Oui. Et c'était aussi ce côté transgressif qui excitait et qui faisait partie aussi de ce phénomène naturel de l'adolescence, de tester, d'aller plus loin des limites, etc. Moi, ce que je trouve dramatique aujourd'hui, c'est que... Et alors, ça, c'est un sociologue espagnol qui fait des recherches exceptionnelles, vraiment et très importantes, très bien faites méthodologiquement, à l'Université des îles Baléares, qui s'appelle Luis Ballester. Et lui, entre autres, il explique beaucoup de choses, mais il dit, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de sentiment de culpabilité, il n'y a pas de sentiment de rejet lorsqu'une personne regarde la sexualité violente. Le sexe violent, surtout quand c'est avec des rapports d'humiliation, de grande soumission, de grande disparité entre les sexes. Enfin voilà. Il est banalisé. C'est plus que banalisé, il est érotisé. Il y a une érotisation de la violence qui est en train de s'opérer. Mais moi, je vais un petit peu plus loin. Si on parle au niveau neurobiologique, notre système nerveux, il est depuis des millénaires fait pour qu'on n'aime pas la violence, pour que notre système de stress s'active et nous fasse avoir une aversion vers la violence. Et donc, la fuir ou la combattre, mais en tout cas l'éviter. Que de manière systématique, les adolescents se construisent en désirant la violence, en apprenant à associer le désir et la peur, le dégoût et l'excitation. Vous voyez, ça crée une dissonance cognitive aussi chez eux, quand même. Ça les désorganise, surtout. Et aussi au niveau sensible, au niveau nerveux, les signaux qui depuis toujours inversés, sont là pour nous protéger. D'un coup, le stress nous attire. Vous voyez, il y a une sorte de chaos psycho-affectif qui est en train de se construire chez les ados. Et donc, cet aspect de la transgressivité, vous voyez, qu'il y avait avant, avec un vidéo un peu érotique qu'on cherchait dans un club, aujourd'hui, il faut aller vraiment extrêmement loin pour sentir qu'on transgresse. Et c'est inquiétant, parce que c'est-à-dire que là où on devrait ressentir qu'on transgresse, on devrait sentir un sentiment de honte, de culpabilité. En fait, on est fier de le regarder, c'est OK de regarder, vous voyez. Et en fait, moi, je le vois chez les patients et beaucoup me disent « Mais pourquoi j'ai pas été alertée avant ?» Ils sont vraiment en colère, on va dire, contre le système général, en disant « Mais comment j'ai pu pendant des années regarder tout ça ?» Et c'est que maintenant que je vous dis qu'en fait, ça va pas parce que je suis allée regarder des choses tellement intolérables ou tellement illicites, en fait, parfois. La honte revient quand même. Et donc, la honte s'active extrêmement fort. Mais très souvent, elle s'active beaucoup trop tard parce que c'est des années de banalisation des contenus qui devraient être repoussants pour l'humain. Vous voyez. Voilà. Après, encore une fois, c'est Maria qui dit ça. Je pense que si on invite quelqu'un d'autre, peut-être il y aurait un débat parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment débattu, tout ça. Mais moi, en tout cas, j'ai ce regard un peu aussi presque neurobiologique de se dire, mais voilà, notre système nerveux est fait pour se protéger, pas pour désirer de manière systématique la violence. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent consulter pour leur mari, qui se rendent compte de ça ? Ça, c'est un très beau projet que nous avons dans le CFRAP. Ça s'appelle le projet Nous les femmes. D'ailleurs, s'il y a des femmes qui nous entendent, qui nous écoutent, il y a toute une page dédiée pour elles. Parce qu'en fait, ça aussi, j'ai vu, et ça, tu le sais, Rose, que dans une addiction, c'est un trouble qui vient toucher tout l'écosystème de la personne. Et donc, pour la pornographie, c'est pareil. Tout le monde croit que parce que c'est une addiction secrète que personne ne sait, ce qui est très vrai. Moi, la plupart de mes patients, quand ils viennent, personne ne sait qu'ils sont addicts. Personne. C'est des pères de famille, des partenaires de quelqu'un, des amis de quelqu'un. Et pourtant, la plupart du temps, c'est très, très secret. Mais les conséquences sont quand même là.
Et moi, j'ai vu petit à petit, au fur et à mesure que j'ai commencé à accompagner de plus en plus, là, j'en suis à, je sais pas, plusieurs centaines de patients que j'ai vus sur ce problème, dès que le problème est révélé ou que la conjointe le découvre, il y a ce qu'on appelle un sentiment, ce qu'on appelle un trauma de trahison. Alors, il ne faut pas le comprendre comme un traumatisme dans le sens TSPT, dans le sens post-traumatique, quoique, parce qu'ils ont beaucoup de flashbacks, elles ont beaucoup de réviviscence de ce qu'elles ont vu. Donc, en fait, il y a quand même des symptomatologies TSPT du moment de la découverte. J'imagine que tomber sur l'historique d'un addict au porno, ça doit être chaud. Extrêmement traumatisant. Mais au point que je les oriente en thérapie trauma pour pouvoir, au niveau psychique, calmer, traiter, intégrer ce qu'elles ont découvert. Et puis aussi, il y a tout s'effondre, c'est-à-dire quand on est en couple. Oui, c'est la boîte de Pandore. C'est la boîte de Pandore. Et en fait, c'est cette boîte de Pandore qui vient remettre en question toute leur histoire. Tout. Et donc, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut absolument accompagner ces femmes. Prendre en charge les conjoints. Pour qu'aussi la personne avec addiction s'en sorte. Donc, en fait, moi, j'accompagne souvent aussi le couple aussi. Je l'oriente en thérapie conjugale. Mais moi, avant, je fais des séances conjugales pour parler de l'addiction, de pourquoi il y a une addiction, pour que l'épouse aussi, la conjointe comprenne pourquoi il a développé une addiction et en quoi cette addiction à la pornographie, en fait, n'a rien à voir avec elle. Et ça, c'est essentiel. Souvent, il y a cette culpabilité. C'est parce que je ne suis pas assez bien dans le lit. C'est parce que je ne suis pas assez attirante. Ça, c'est classique. Je ne suis pas assez belle pour lui. Donc, elles commencent à voir un peu elles sont hyper vigilantes. Dès qu'il y a une belle femme dans la rue, elles font des crises de panique. Oui, enfin, bon, la pornographie, c'est pas forcément découvrir que ton mari te trompe avec des belles femmes. C'est vraiment découvrir qu'en fait, il ne supporte pas la réalité de la sexualité, quoi. Oui, alors, il y a ce travail à faire avec ses conjointes, c'est qu'il y a certainement, et la plupart du temps, il y a quand même une sexualité qui est très abîmée et qui est très pauvre dans le couple, ça c'est presque systématique. Mais c'est très important que ces conjointes comprennent que cette addiction s'est construite bien avant leur rencontre, c'est la plupart du temps le cas. Et qu'en fait, elles ne sont pas coupables de ça. On dit souvent, you can't, moi je dis souvent aux femmes, elles ne peuvent pas contrôler ça. C'est-à-dire, c'est pas à elles, parce qu'elles deviennent hyper vigilantes. Donc, elles commencent à surveiller tout ce qu'il fait, les écrans. Donc, elles deviennent des policières. Et elles en souffrent de ça. Elles sont épuisées. Bah oui, toute leur énergie est un peu pour être sûres que ça va pas repartir. Donc, elles sont dans une hyper-vigilance épuisante. Elles sont en alerte tout le temps. Donc, moi, je leur dis souvent, c'est pas parce que vous contrôlez que ça va aller mieux. Vous pouvez pas soigner ça, cure. C'est-à-dire, c'est pas vous, sa thérapeute, et vous n'êtes pas la cause de ça. C'est les 3 C en anglais. C'est les fameux 5 C de Carilla. Là, on est sur les 3 C. Ah oui, non, c'est autre chose. C'est autre chose. Exactement, c'est autre chose pour Carilla. Le craving, exactement. Mais là, c'est 3 C. Control, cure et care. Wow. Et enfin, ce serait 4 C en vrai, parce que c'est control, cure, care et cause. You are not the cause. Ah oui. C'est pas ta faute, en fait. C'est pas toi. Alors, peut-être que votre dynamique conjugale... Aussi, ça, hein. Oui. C'est-à-dire peut-être que votre dynamique conjugale et relationnelle n'est pas tout à fait saine. Peut-être qu'il y a plein de choses à changer. Donc, cette addiction vient nous révéler qu'il y a des choses aussi à apaiser et à changer dans le couple. Ok, super, bonne nouvelle. On a du travail à faire, mais ça peut le faire. Mais, en effet, vous n'êtes pas la responsable. En tout cas, voilà, dans ce projet, nous les femmes, donc là, on a fini notre dernier cycle de groupe de parole pour les femmes. On a une 15aine de femmes. Et vraiment, elles sont dans un état anxio-dépressif, vraiment profond. Elles sont, la plupart d'entre elles, mamans. Donc, ça a un impact sur les enfants. C'est des femmes résilientes, vraiment. Et ce qui est très beau et très touchant, et ça je le perçois très systématiquement avec la plupart de mes patients qui sont en couple, qui sont addicts porno en couple, c'est que les femmes, quand je les rencontre, elles me disent « Mais mon mari est merveilleux. Mais pourquoi il a cette addiction ? C'est un excellent père, il a été un excellent époux, il est un bon ami, il est fidèle, Et en général, mes patients, c'est des gens qui sont très aimés. Et c'est pas forcément, la plupart du temps, c'est pas des faux selfs, c'est pas des gens faux, c'est pas des gens... clivés d'une manière un peu perverse ou pas du tout. C'est des gens, moi je le dis souvent, mes patients sont géniaux, c'est des hommes merveilleux qui sont juste très blessés par leur histoire et qui ont trouvé dans la pornographie une manière de survivre. Mais les femmes, et moi maintenant ils sont en train d'écrire leurs témoignages et on va en faire des choses avec toutes ces femmes. Il faut faire des choses parce qu'en fait elles ont vraiment un savoir expérientiel qui est incroyable et en fait elles parlent de ce que c'est un addict à la pornographie. Un addict à la pornographie n'est pas un monstre. Un addict à la pornographie n'est pas un homme sale et pervers. Il y a des gens qui ont des perversions. Est-ce qu'il y en a qui passent à l'acte ? Oui. Il y a des gens aussi. Alors, il y en a qui passent à l'acte et ils ne sont pas pervers. C'est-à-dire que ils le font pas, on va dire, par envie de faire du mal.
Quand je dis passer à l'acte, on est d'accord, c'est faire les choses qu'ils regardent, en fait, le faire dans la vraie vie, quoi. C'est ça. Donc, il y en a qui le font, mais qui ne sont pas pervers. Il y a des conjointes qui me disent Maria, moi, maintenant, je comprends pourquoi il me demandait telle ou telle chose que jamais on a eu envie de faire. Oui, il y a beaucoup de conjointes passer à l'acte pédophile aussi. Alors ça, honnêtement, non. Peut-être qu'ils ne viennent pas te voir. C'est justement. ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce filtre-là. Moi, je travaille dans le milieu de l'addiction, je ne travaille pas dans le milieu de la violence sexuelle, de la criminaux. Mais c'est très intéressant parce que quand je suis appelée par les CRIAVES pour les éclairer ou pour les aider sur ceux qui passent à l'acte chez les enfants, par exemple, ou alors des personnes qui ont été violentes ou coercitives, etc., sexuellement entre adultes, en tout cas quand il y a du délit et qui sont judiciarisés, et que je vais les voir et que je vais explorer, en effet, il y a toute une partie d'entre eux qui ne sont pas pervers, qui ont une addiction depuis l'enfance, qui ont des taux de compulsivité extrêmement élevés, et donc qui ont toutes les capacités de régulation, d'empathie, de mentalisation, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre, de pouvoir comprendre ce que l'autre ressent et vit pour pouvoir agir en conséquence, etc., de se représenter les états affectifs de l'autre, de se représenter les états corporels de l'autre, etc. Tout ça, après des années et des années, de consommation massive de pornographie et d'addiction, ajouté à leurs carences, souvent avec des passifs traumatiques, etc., fait qu'il y a des moments où ils perdent la lucidité, ils passent à l'acte. Je ne dis pas qu'ils ne soient pas responsables. Attention, qu'on explique les choses ne veut pas dire qu'on déresponsabilise. Ils sont responsables. Mais il y a toujours des explications et donc on peut les soigner. Et c'est ça l'essentiel, c'est qu'il faut les soigner, ces hommes, en fait. Et ces femmes, parce qu'il y en a aussi, mais c'est surtout des hommes. Et après, il y a tout un petit pourcentage, je ne sais pas vous dire quelle est la prévalence, mais en tout cas, chez nous, c'est pas énorme. C'est ceux qu'on appelle un peu comme ça les pervers. En tout cas, en psychanalyse, on parle de perversion et c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est ces personnes qui vont prendre le plaisir de faire le mal, prendre le plaisir de sauter la limite de l'autre. Ceux qui connaissent et qui sont conscients de la dimension délictueuse et prennent le plaisir à y aller quand même, etc. Franchement, c'est très rare. Alors, évidemment, moi, je suis biaisée, c'est très rare parce qu'en général, moi, ils ne viennent pas toquer à ma porte de manière libre. Et normalement, on les retrouve, en effet, dans la prison, dans des parcours judiciaires, etc. Mais vraiment, moi, je me rends compte qu'il y a une très grande partie d'entre eux qui ont l'étiquette de pervers et qui ne le sont pas. C'est juste qu'ils ne sont pas soignés depuis longtemps. On en parlait beaucoup, parce que d'un coup, ça me vient l'idée, évidemment, qu'il y a tous ceux qui, après, ont une double vie et vont dans des clubs, des endroits où on peut faire ce genre de pratique, on va dire, avec le consentement de l'autre. Donc, il y a tout ça, évidemment, on n'a pas le temps d'en parler là. Moi, je voudrais savoir si tu as des choses à dire pour aider des personnes qui pourraient se dire « Merde, c'est vrai que peut-être j'ai un souci, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant, tout de suite ?» Et est-ce que, pour finir aussi, les groupes de parole, par exemple, d'ASA, dépendants affectifs et sexuels, pour toi, ça n'a pas de sens? Alors, donc pour les personnes qui nous écoutent et qui se sentent identifiées, déjà dans le site du CEFRAP, donc CEFRAAP, CEFRAAP.com, il y a c'est vraiment un site de ressources et il y a beaucoup d'informations sur ce que c'est l'addiction à la pornographie, quels sont les symptômes, quelles sont les thérapies indiquées, comment on peut s'en sortir. Il y a aussi des propositions de groupes thérapeutiques où on va vraiment les aider à comprendre leur addiction, les racines de leur addiction, pourquoi ils ont perdu le contrôle dans l'addiction, dans l'usage, qui puissent du coup aller cibler ce qu'il faut vraiment réparer en eux pour pouvoir derrière lâcher justement cet usage dysfonctionnel. Donc ça va vraiment être, il va y avoir beaucoup de psychoéducation dans ces groupes, beaucoup d'explications de ce que c'est l'addiction et beaucoup de travail sur soi pour pouvoir se comprendre, pour ensuite aller vers une thérapie en individuel. C'est essentiel de se réparer, j'insiste. L'addiction, toutes sortes d'addictions et c'est notamment pour l'addiction à la pornographie, c'est très très vrai, c'est un trouble du lien. Donc on ne se répare que dans le lien. Donc, il faut un lien fort avec quelqu'un, thérapeutique, pour pouvoir se réparer et s'en sortir. Donc, la thérapie individuelle est essentielle. Et puis, nous avons aussi les groupes d'entraide. Ce qu'on appelle des groupes d'entraide, c'est des groupes où c'est des hommes qui sont concernés et qui, entre eux, ils s'accompagnent, ils se soutiennent. Alors, on n'a pas encore des groupes pour des femmes, tout simplement parce qu'on n'a pas de demande. On a eu 2 ou 3. Du coup, on les a orientés tout de suite à des structures en libéral. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà le CEFRAP qui est un centre de ressources et que vraiment qu'ils n'hésitent pas à y aller. Mais surtout qu'ils ne restent pas seuls avec cette addiction-là. Qu'ils ne se disent pas qu'ils vont y arriver tout seuls. J'imagine que ça fait des années qu'ils se le disent et qu'ils tentent toujours d'espérer qu'ils vont y arriver tout seuls avec des filtres, en payant des filtres costauds, etc. Évidemment qu'il faut mettre des filtres, évidemment qu'il faut protéger les téléphones. Mais là-dessus, sur les 120 épisodes qu'on a fait, on est d'accord. Clair, hein. Ce n'est pas seul qu'on sort d'une addiction. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu pourrais me dire si tu préfères, comme titre pour cet épisode, Le silence du porno? Je ne sais pas pourquoi je l'aime bien. Mais mon préféré, c'est Porno solo accro, le désir en pilote automatique.
Ou sinon, la souffrance et la honte, la double peine du porno addict. Je crois que je préfère le troisième. La souffrance et la honte, Parce qu'en fait, la double peine on n'a pas parlé porno du addict. désir. Mais en fait, dans l'addiction à la pornographie, l'appareil de désir est bloqué. Ah, donc c'est le deuxième dont tu parles, porno solo accro, le désir en pilote automatique. Ouais, mais en fait, c'est pas du désir. C'est l'excitation sexuelle. Et ça, c'est une différence qu'on fait très peu dans les addictions en général, et encore dans l'addiction sexuelle. C'est que les personnes qui viennent demander de l'aide, et même les soignants qui nous orientent des patients, très souvent, ils comprennent ça comme... c'est quelqu'un qui a un désir envahissant. On comprend l'addict sexuel comme quelqu'un de trop sexuel. Mais pas du tout, au contraire. Ils ne sont pas du tout sexuels. Leur sexualité est éteinte, en fait. Ils ont juste une génitalité massive. Mais leur sexualité, dans tout ce qu'on comprend par la sexualité, au contraire, elle est complètement éteinte. Et leur appareil de désir, il est imbibé de honte. Il est figé. Ils n'osent même pas désirer. Ils ne désirent pas, en fait, ces hommes, vraiment. C'est l'excitation sexuelle qui perd le contrôle. Ce n'est pas le désir. C'est l'excitation sexuelle qui est en pilote automatique. Et c'est... Depuis qu'ils sont adolescents, comme s'ils se masturbent et regardent du porno pour calmer leurs états affectifs, ils ont, au fil, à mesure de la construction de leur histoire et de leur identité, surtout de leur mécanisme psychique de régulation, etc., ils ont appris à sexualiser leurs besoins affectifs. Et en fait, c'est comme ça où, petit à petit, là où ils ressentent des affects, en fait, ce qu'ils croient ressentir, c'est de l'excitation sexuelle. Et c'est comme ça que, petit à petit, ils croient avoir besoin tout le temps de sexe, mais en fait, ce qu'ils ont besoin, c'est de répondre à plein d'états affectifs différents qui ne sont pas appris à différencier, vous voyez. Donc, c'est comme ça que c'est construit l'addiction. Donc, en fait, l'addiction sexuelle n'est pas un désir envahissant, au contraire, est un désir éteint, est un désir appauvri. L'addiction sexuelle, l'addiction à la pornographie, c'est une excitation sexuelle envahissante parce qu'elle déguise, c'est les affects qui se sont déguisés par un besoin sexuel, vous voyez. Waouh, merci beaucoup Maria, c'est passionnant, mais alors passionnant, et en même temps, quand même un petit peu flippant. Oui, alors c'est un peu ce qui m'arrive à chaque fois que j'interviens, même en formation. Je forme pendant 2-3 jours les psychologues, les psychiatres. Pourtant, ils sont habitués à avoir des gens en souffrance. Ouais. Mais cette formation-là, ce sujet active beaucoup, je le sais. Wow. Donc maintenant, faites-vous du bien, prenez du temps avec quelqu'un que vous aimez. Ouais, c'est ça. Allez regarder du beau, quelque chose qui vous inspire, la nature, une œuvre d'art, pour vous connecter à ce qui est beau. Je trouve que cet épisode aussi peut aussi... on va dire déstigmatiser l'addict au porno, c'est-à-dire que si quelqu'un aussi a dans son entourage quelqu'un, plutôt que de le voir comme un pervers déviant, de se dire que c'est quelqu'un en souffrance, voilà. L'addict est tout le temps quelqu'un en souffrance, et là où il y a la souffrance, il y a un manque d'amour. Ravie Rose, merci beaucoup. Merci. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeka anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. La prise de son, la réalisation et le montage de cet épisode ont été assurés avec finesse, talent et sensibilité par Marjorie Murphy, Open Mic Podcast. Pour plus de contenu autour de cet épisode et découvrir d'autres thématiques, rendez-vous sur le site de Contradiction, contre-addiction.fr et les réseaux sociaux de Contradiction.